ce matin, après sa rencontre, dans son point de presse, après sa rencontre avec le premier ministre du Royaume-Uni, Donald Trump a commenté à nouveau cette affaire. Is free speech more under attack in Britain or America? Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. And Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent. Ah voilà, ils auraient dû le congédier bien avant. Lui dit, c'est pas une affaire de liberté d'expression, c'est une affaire de manque de talent. Mais, généralement, si le show n'est pas bon, là, on le renouvelle pas à la fin de la saison. Mais là, c'est pas ce qui se passe. C'est congédiement, suspension en plein milieu de la saison. On en parle avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bon, vraiment, c'est la question. Est-ce que Trump est en train de vivre un immense succès? Parce que là, c'est des poursuites à coups de milliards contre des journaux, notamment cette semaine, le New York Times. Est-ce qu'il est en train de réussir à faire taire progressivement les voix qu'il critique trop? Oui, mais moi, je pense que oui, absolument. L'expression que j'ai trouvée dans ma tête, c'est qu'il est en train de normaliser l'impensable. Hein? Parce que Jimmy Kimmel défraie les manchettes, on en parle beaucoup parce que c'est un animateur vedette, c'est une tête d'affiche, tu l'as vu, mais dans les faits, il n'est que la pointe de l'iceberg. Je veux dire, la semaine dernière, MSNBC a congédié son analyste politique dans l'émission du matin pour avoir dit que Charlie Kirk était clivant et répandait la haine. Et donc, depuis le meurtre de Charlie Kirk, il y a littéralement une chasse aux sorcières qui s'opère aux États-Unis par crainte de représailles de l'administration Trump, que ce soit des columnistes, des analystes politiques, des professeurs d'université. Il y a des listes qui sont montées justement pour pouvoir sévir contre quiconque se place en opposition quant aux efforts pour ériger, si on veut, Charlie Kirk en martyr de la cause de la liberté d'expression. Puis dans les faits, c'est une étape de plus, mais d'un processus qui remonte déjà au printemps dernier. Rappelle-toi, une des premières choses qu'a fait l'administration Trump, c'est de menacer d'enquête interne tous les bureaux d'avocats qui appuyaient ou qui participaient à des recours contre le gouvernement. Donc, on a commencé par intimider les bureaux d'avocats. Après ça, on est parti en guerre contre les universités Harvard, Yale, etc., en suspendant leur financement. Encore la semaine dernière, Berkeley a envoyé une liste de 160 jeunes qui manifestaient pro-palestiniens à la Maison-Blanche pour ne pas perdre son financement. Donc, c'est une toile d'araignée très vaste là, qu'a érigé l'ensemble de l'administration Trump. Mais Emmanuel, je le disais tout à l'heure, c'est quand même un fou retour des choses. Là, il y a 2-3 ans, là, on disait ça, on disait la droite américaine, toute cette espèce de révolte contre la cancel culture, les woke là, qui contrôlaient dans les médias, pouvaient faire taire des gens. T'sais, le mouvement MAGA se présentait comme, à la limite, un sauveur de la liberté d'expression. C'est le mouvement qui allait sauver la liberté d'expression. Et là, maintenant, on est rendu complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'on a une stratégie pour faire taire les voix qui ne pensent pas comme soi. Bien, c'est clair, parce que hier, tu faisais référence au FCC aux États-Unis, qui est un peu comme notre CRTC. Là. Ce qu'il faut comprendre, qui complexifie l'histoire dans le cas de Kimmel, c'est que NBC, c'est un réseau, mais qui est diffusé sur des affiliés. Donc, les stations de télé des marchés locaux n'appartiennent pas nécessairement à ABC, ils appartiennent à 2 autres réseaux de télé, Nexstar, Sinclair. Puis on est en processus d'acquisition pour faire une grosse fusion pour essayer de consolider le groupe. Et donc, ce que craignent ABC, c'est que leur CRTC américain, la FCC, refuse d'autoriser cette fusion-là, en plus de punir des stations individuelles. Et ce que de surprenant, c'est que la FCC ne s'en cache même pas. Hier, le président de la FCC qui a été nommé par M. Trump, M. Carr, était sur un podcast de droite. Et là, je le cite, « Les remarques de l'animateur de fin de soirée constituent, écoute ça, le comportement le plus répugnant possible. » Tu peux dire que c'est inadéquat, tu peux dire que tu n'es pas d'accord, tu peux dire que tu es allé pour le plus répugnant possible dans la société. On s'entend là?
on n'en est pas là, là. Et donc, lui est en guerre contre eux. Et ça, mais c'est là qu'on voit la méthode utilisée. C'est que, comme on dit en anglais, money talk. On passe par les mécanismes de financement, les mécanismes du capitalisme, si on veut, pour faire pression et faire taire les grandes entreprises. Comme, justement, on l'a fait avec Monsieur Kimmel. Et c'est ça qui rend ça tellement pernicieux, c'est que ça devient un acte de bravoure, mais aux conséquences financières potentiellement absolument catastrophiques pour des entreprises de presse d'oser défendre leurs journalistes, leurs commentateurs ou quoi que ce soit, de la même façon que c'est financièrement impossible pour les universités de défendre leurs professeurs, que c'est très périlleux pour les bureaux d'avocats. Et donc, on est en train de taire tous les mécanismes de la société civile qui permettent d'organiser une opposition à M. Trump. Ouais. Bon, pendant ce temps, il y a deux autres pays que les États-Unis dans l'Amérique du Nord, ce sont le Canada et le Mexique. Et on connaît la méthode Trump. Trump, il veut pas réunir les trois autour de la même table. Il parle avec le Canada, ensuite il parle avec le Mexique, divisé pour régner. Là, ça négocie mieux comme ça. Mais là, M. Carney s'en va directement au Mexique pour rencontrer Mme Sheinbaum. C'est la première visite officielle entre les deux pays depuis 2017. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est sûr que Trump donne un catalyseur là, pour essayer de se protéger, parce que si le Canada et le Mexique arrêtent de jouer les uns contre les autres, comme ils l'ont souvent fait dans le cadre de différentes négociations, ça offre la possibilité d'être plus fort face à Trump. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus que Trump là-dedans, parce que le Canada a cet accord de libre-échange avec le Mexique, et dans les faits, on n'en a jamais tiré profit. Alors, quand on a signé l'ALENA avec Canada, États-Unis, Mexique, c'est comme si on a fait un tout aux États-Unis, mais on n'a jamais tiré profit du marché américain pour le Canada. Donc, les exportations mexicaines au Canada ont beaucoup augmenté, mais le Mexique n'est pas devenu un marché important pour nous, alors qu'il y a énormément de grandes entreprises canadiennes qui ont installé des industries manufacturières, etc. Puis le Mexique est en voie de devenir un géant économique. Donc, c'est très stratégique de la part de M. Carney de vouloir aller là. D'une part, il y a quelle stratégie on va adopter comme partenaire, si on veut, face à M. Trump dans la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Mais parallèlement, est-ce que les deux pays n'ont pas intérêt à intensifier leurs relations bilatérales? Je lisais un analyste mexicain dans les journaux hier qui disait le Canada puis le Mexique, c'est comme un couple qui est marié depuis 30 ans et qui n'a jamais pris le temps de se parler, d'aller au restaurant ensemble. Ah ouais. Alors là, c'est comme... C'est bien dit, parce que nous, on a signé l'accord États-Unis, mais l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique, l'ALENA avant, mais dans le fond, l'intérêt du Canada, c'était de dire, nous, ça nous prend un deal avec les États-Unis, mais on n'a jamais vraiment mis l'accent sur ce que le Mexique pouvait nous amener dans la relation. On va aller, reste là, Emmanuel.